près d'un an que nous vivons sous la contrainte permanente. L'arrivée de cet étrange virus nommé Covid-19 a donné lieu à une privation des libertés que beaucoup d'entre nous n'auraient même pas osé imaginer. Confinement drastique, couvre-feu, reconfinement, pénurie de masques, puis masques obligatoires, les ordres, contre-ordres et injonctions se sont abattus sur les Français dans une atmosphère de plus en plus pesante et verrouillée. Cette année que nous venons de vivre est sans équivalent. Et ses conséquences sanitaires, sociales et bien sûr économiques sont toujours bien présentes. Face à toutes ces épreuves, TV Liberté ne vous a jamais abandonné. Pendant le premier confinement, le journal quotidien vous a permis de rester informé, sans hystérie, sans parti pris et bien sûr, sans censure. Nous continuons dans cette direction à vos côtés pour encore frapper plus fort. Beaucoup d'entre vous me l'ont dit, TV Liberté est devenu un réflexe quotidien pour affronter ce torrent de propagande d'État. Dans ces moments difficiles, nous avons tissé des liens plus étroits, des liens de confiance. Mais nous avons aussi renforcé notre communauté. Certains de nos programmes ont battu de véritables records. L'entretien de la généticienne Alexandra Orion-Caude a dépassé le 1,5 million de vues rien que sur YouTube. Vous n'êtes pas seuls. Et ensemble, nous sommes plus forts. Alors poursuivons, frappons encore plus fort. TV Liberté s'est installée grâce à vous, dans de plus en plus de foyers. Grâce à vous, votre première chaîne alternative de France est devenue le seul vaccin sûr et efficace au matraquage de la bien-pensance. Les temps qui s'annoncent seront pleins de défis. Alors, ne nous laissons pas gagner par le défaitisme, l'esprit de reddition. La poursuite de ce combat passe bien sûr par votre soutien, mais aussi par votre don à TV Liberté pour l'année qui nous attend. Parce qu'ensemble, nous sommes une force de résistance. Alors frappons encore plus fort. Frappons plus fort. Diplômé d'histoire et de sciences politiques, Thibaut Gibelin, bonjour. Bonjour. Alors, vous préparez actuellement une thèse de doctorat entre Paris et Budapest. Budapest, eh bien, ça fait penser à ce premier essai qui s'intitule « Pourquoi Viktor Orban joue et gagne ». On verra le sous-titre aussi tout à l'heure. Ce livre est en vente sur la boutique officielle de TV Liberté, sur le site tvliberté.com. Alors, on va revenir sur près de 15 ans de pouvoir d'un personnage politique qui a fait exploser tous les clivages. Mais l'actualité, c'est le budget européen qui est toujours bloqué par le veto de la Hongrie, de la Pologne, de la Slovénie aussi. Quelles sont les raisons de ce bras de fer ? Et on est loin de l'unité que vous appelez de vos voeux, de l'unité de l'Europe. Oui, les pays d'Europe centrale, à commencer par la Hongrie, la Pologne et la Slovénie, sont entrés dans l'Union européenne en 2004. Et depuis 2004, il y a eu une évolution importante des attentes de l'Union européenne et ce sur quoi se fait l'unité de l'Europe. Quand Viktor Orban a fait son premier débat au Parlement européen en 2012, dans le cadre de l'entrée en vigueur de la nouvelle constitution hongroise, eh bien, il avait dit ceci, nous sommes européens nous aussi, nous voulons que la Hongrie soit dans l'Union européenne telle que messieurs Schuman, Adenauer et De Gaulle l'ont voulu, c'est-à-dire une Europe centrée sur ses valeurs chrétiennes. Il dit, ce n'est peut-être pas votre Europe, mais c'est une Europe également, et c'est cette Union européenne-là que nous voulons. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est qu'il y a deux prétentions majeures de l'Union européenne. C'est la question migratoire et la question du droit des LGBT, etc. C'est les deux facteurs de dissension lourds entre cette Europe centrale, particulièrement Hongrie-Pologne, et Bruxelles. Là, ce qui est en jeu, c'est que le budget et les fonds structurels européens seraient alloués sous condition de remplir un certain agenda politique, un certain agenda qui est clairement orienté sur les questions migratoires et les questions de genre. Ce qu'on appelle le respect de l'état de droit.
Exactement. L'état de droit est une notion assez généraliste et aujourd'hui malheureusement assez confuse. Bien sûr que la politique en Hongrie comme la politique en Pologne est soucieuse du droit. Sinon, depuis tant d'années que Viktor Orban, depuis 10 ans qu'il est en conflit régulier avec les institutions européennes, eh bien, ces conflits ne se seraient pas soldés à l'amiable. Simplement, l'Union européenne va un peu plus loin encore cette fois-ci, puisque le Conseil qui avait accordé finalement ces violons autour du budget pluriannuel 2021-2027 est mis en péril, puisque les derniers textes votés par le Parlement européen très récemment insistent pour conditionner l'octroi des fonds européens au respect de l'état de droit, et c'est un état de droit très particulier dont on vient de parler. Voilà, la Slovénie dit que c'est seule une instance judiciaire indépendante qui peut dire ce qu'est l'état de droit, mais pas une majorité politique. Voilà. On revient à l'ouvrage, si vous le voulez bien. Vous êtes venu pour cet ouvrage sur Viktor Orban, sur cette question qui s'impose d'ailleurs dès le départ. Qui est Viktor Orban? Vous parlez d'un parcours politique, d'aspect météorique. Bon, allez, il naît le 31 mai 1963, il est d'origine modeste et il vient d'un village dont je n'ai pas réussi à prononcer le nom. Je vous laisse le faire. Oui, il naît dans une ville qui s'appelle Székesfehérvár, non loin du village familial Feldshut. Et c'est quelque chose qui compte beaucoup pour comprendre Viktor Orban, c'est que c'est un enfant de la campagne hongroise. Et son extraction populaire le sert beaucoup parce que c'est ça qui lui permet de comprendre les attentes des gens. Quand je dis que Viktor Orban a une carrière politique météorique, c'est de fait de circonstances historiques qui lui échappent globalement. C'est l'effondrement du bloc de l'Est en 89-90, auquel il participe activement en tant que jeune dissident. Et puis, depuis la crise financière de 2008, en gros, si on veut un événement clé, le début de cette déliquescence de l'Occident libéral qui lui permet, à tous les manquements du système occidental, d'apporter une réponse nationale hongroise. En ceci, il a un parcours météorique et il arrive à capter les évolutions en cours dans l'état d'esprit, dans la sensibilité des Hongrois, grâce à une certaine fibre populaire qui ne lui a jamais fait défaut. Alors, il y a des dates clés, on va pouvoir dire peut-être dans les années 90, le virage conservateur d'Orban. Oui, il y a une date clé. En effet, les opposants à Viktor Orban ne manquent pas de souligner qu'au début des années 90, il est dans l'opposition, face au gouvernement de József Antall, qui est le chef d'un parti conservateur. Et le Fidesz, qui est un parti de jeunes, interdit aux plus de 35 ans à sa fondation, va évoluer en 1993, sous la volonté expresse d'Orban, vers une force politique plus conservatrice. Il le fait pour un élément principal, c'est que les anciens communistes vont rapidement tourner kazakh et se rallier à la logique libérale de Washington et de Bruxelles. Pourtant, vous dites que la casquette idéologique lui sied mal. C'est pas un idéologue, c'est un pragmatique. C'est un pragmatique et plus d'un critique d'Orban assure que son virage conservateur, national-conservateur, est dû à ceci. Il y avait une place à prendre sur l'échiquier politique à droite. Et c'est vrai que dans la mesure où les conditionnements mondialistes à l'œuvre plébiscitent l'absence de frontières et l'effacement de l'identité nationale au profit des droits illimités de l'individu, eh bien, la réponse à cette évolution délétère, elle se trouvait à droite. Alors, le quotidien controversé, Le Monde par exemple, s'en prend beaucoup à Orban depuis les années 2010, donc les gens s'intéressent à lui et le trouvent finalement sympathique, si Le Monde l'attaque, mais il y a eu un premier mandat, celui de 1998 à 2002, celui-là on en parle moins. Il a échoué. Alors, il a échoué électoralement, puisqu'en 2002, il repart dans l'opposition. Cependant, il faut comprendre qu'en 1998, Viktor Orban a 35 ans. Ça fait 8 ans qu'il évolue dans l'opposition. Il réussit à rallier autour de sa personne un consensus d'obédience conservatrice avec la volonté de développer une classe moyenne hongroise
et une figure civique, le citoyen s'appelle le polgar en hongrois, et ces éléments-là sont, je dirais, des éléments théoriques, mais la culture du pouvoir, il ne l'a pas encore. Il ne sait pas encore les rapports de force impitoyables qui sont en jeu dans l'arène politique, et il va, en 2000, abandonner la présidence du Fidesz pour se consacrer davantage aux affaires gouvernementales. Il ne se soucie pas assez, en fait, de la campagne électorale qui l'attend en 2002, et ça, c'est des leçons qui vont le servir. Il va les méditer et les mûrir pendant ces 8 années dans l'opposition qu'il passe de nouveau de 2002 à 2010. Et quand il revient en 2010, ce n'est plus le même homme, c'est un chef politique dans la pleine maturité de ses capacités. Vous dites qu'il a repris le parti politique, par exemple, qu'il avait laissé. Il l'a repris directement. Absolument, il a repris le parti politique, il a fait plus que ça. Il ne s'agit pas de critiquer des cadres. Ce n'était pas du tout sur ce plan-là, c'était sur la capacité d'insuffler finalement à un parti politique une cohérence sur le plan des valeurs et sur le plan de la vision des choses. Et il va le faire en développant des cercles civiques, des associations qui vont permettre à des citoyens de se regrouper, de discuter de ce qu'ils veulent pour leur pays. Et c'est comme ça qu'il va élargir la base de son parti et en faire une force politique un petit peu plus forte. En 2010, il obtient une majorité écrasante, 52,5% au premier tour. En France, il y en a qui aimeraient avoir ces chiffres-là. Et il va surtout obtenir 263 sièges sur 386, c'est-à-dire qu'il va pouvoir, avec cette majorité, mener une véritable révolution conservatrice. C'est le cas. En effet, Viktor Orban, en dépit d'une carte électorale qui ne lui est pas favorable, va triompher grâce en fait à l'énorme ras-le-bol qui traverse la société hongroise à ce moment-là et dont on a vu les prémices en 2006. En 2006, il y a des manifestations considérables et on est 50 ans après la grande insurrection hongroise de 1956. Donc, quand cette opposition... Contre les socialistes. Contre les socialistes, et ce sont les socialistes qui sont au pouvoir également en 2006. Et finalement, plus personne ne croit au narratif libéral de 2006 à 2010. Dès 2009, il y a des élections européennes et le Fidesz fait 56% aux élections européennes. Et en 2010, l'année suivante, le raz-de-marée est tel que lorsque Viktor Orban, dans un entretien au journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, répond à la question « Est-ce que vous avez tué la gauche en Hongrie ?» il répond « J'aurais aimé, mais je crois qu'elle s'est plutôt suicidée. » Corruption du gouvernement socialiste avec des révélations qui ont permis de montrer à l'ensemble des Hongrois que ce gouvernement socialiste est corrompu. Et c'est l'arrivée d'Orban depuis 2010. Depuis 2010, sans discontinuité, avec des élections législatives tous les 4 ans. Donc en 2014, il a renouvelé sa majorité constitutionnelle aux 2/3 et il a réalisé encore une fois cet exploit électoral en 2018. Nouvelle constitution, vue taxation des multinationales, discours sur l'illibéralisme. Il construit cette opposition à la démocratie libérale. Qu'est-ce que l'illibéralisme de Orban ? L'illibéralisme, c'est un terme qui fait beaucoup jaser aujourd'hui. Il en parle pour la première fois été 2014. Il vient de remporter une double victoire électorale sur le plan interne, vraiment en renouvelant sa majorité des 2/3, et aux élections européennes de la même année, où finalement il s'en sert d'un véritable référendum sur la façon dont les Hongrois perçoivent l'Union européenne et comment ils soutiennent la politique de leur gouvernement en la matière. Alors, l'été suivant, il y a, comme chaque année, une grande université d'été à laquelle Viktor Orban accorde un discours de politique générale assez attendu. Et cette année-là, il parle d'illibéralisme, qu'il souhaite créer un État illibéral, non pas avec un « il » privatif, qui signifierait simplement l'absence de liberté. Non, simplement que la logique libérale, fondamentalement individualiste, doit être remplacée par une politique au service de la nation hongroise, et donc en enracinant la Hongrie actuelle dans la trame historique de cette Hongrie millénaire. C'est ça l'illibéralisme, parce que on voit que c'est un terme qui, comme vous le dites, fait vraiment très peur en Europe de l'Ouest, tout au moins dans parmi certaines élites. Oui, on s'est chargé en effet d'en faire une réputation peu flatteuse. C'est pourquoi Viktor Orban ne va pas rester
s'appesantir longtemps sur l'illibéralisme. Il parle de démocratie chrétienne, dans le sens non pas d'éléments religieux, de nature vraiment cléricale. Il s'agit de perpétuer ces vastes siècles de la chrétienté dans lesquels la Hongrie a pris forme dans les circonstances inédites que nous rencontrons. Le royaume de Saint-Étienne. 2015, c'est aussi une date essentielle. Il y a comme ça des dates qui marquent la Hongrie. C'est ce que vous appelez le basculement de la crise migratoire. Mais est-ce qu'en fait, finalement, en regardant cette affaire qu'on comprend bien d'empêcher les migrants de passer par la Hongrie, est-ce que Orban n'a pas utilisé la crise des migrants à des fins de politique purement intérieure? Moins d'idéologie encore que du pragmatisme. C'est évident. C'est évident pour Viktor Orban. La crise migratoire, c'est pas une option idéologique, c'est une nécessité absolue la Hongrie constitue la frontière de l'espace Schengen. Donc, il a à charge de défendre, au bénéfice de tous les autres pays, cette frontière. La Grèce n'a pas pu le faire parce qu'elle était tellement défaite sur le plan économique que ça a supprimé sa marge de manœuvre politique, pour le dire clairement. Donc la Hongrie, en deuxième barrière, elle a assuré cette défense-là. Et il se trouve que pour Viktor Orban, c'était à deux titres une nécessité aisée. Premièrement, parce qu'il y a un véritable traumatisme historique en Hongrie autour de la conquête orientale qui a été cette expansion de l'Empire ottoman au XVIe siècle, qui a, pendant 180 ans, occupé la Hongrie. Et c'est à cette rupture-là que la Hongrie doit n'être plus une grande puissance. Et puis deuxièmement, c'est qu'aujourd'hui, la Hongrie, c'est un pays où le PIB par habitant est bien plus faible qu'en Europe de l'Ouest, où la qualité des soins, où l'aisance qu'on a, si on est au chômage, si on a la retraite, etc., n'est pas la même que dans les pays qui ont connu les 30 Glorieuses à l'ouest du continent. Et donc, une logique d'accueil, comme si les Hongrois étaient des favorisés, qui avaient une obligation de service envers les damnés de la terre, eh bien, c'est une rhétorique qui ne passe pas du tout auprès de la grande majorité de la population hongroise. En ce sens, il a, et c'est important de le souligner, il est allé au-devant des souhaits de son électorat. Et les conséquences de ces décisions, eh bien, c'est vraiment le réveil de ce centre d'Européens à travers le groupe de Visegrad, par exemple. C'est la résurgence de l'Europe centrale. C'est le sous-titre Absolument. du livre. La 2015, c'est une date clé parce qu'à ce moment-là, Viktor Orban, qui bataillait de façon très, très isolée, qui était un môle, qui essayait de repousser peu l'échéance fatale où la logique occidentale, libérale, post-nationale allait s'imposer, eh bien, il va contre-attaquer et il va s'associer avec la Pologne. Et dès l'automne 2015, le gouvernement en Pologne change de figure, puisque c'est le parti Droit et Justice qui, profitant de ce profond mécontentement lié à la gestion de la crise migratoire, eh bien, va connaître un changement de majorité en défaveur de la plateforme civique et en faveur du parti Droit et Justice. Les Tchèques et les Slovaques, qu'on entend moins, soutiennent aussi cette ligne politique très modérée en faveur de migration. Et aujourd'hui, c'est la Slovénie qui s'est ralliée aussi à ce consensus-là. On peut dire que cette sensibilité, elle est très majoritaire dans les populations de la région. Simplement, il faut que des élites politiques décident d'affronter les foudres de Bruxelles. Et pour cela, ils ont besoin d'exemples et ils ont besoin de s'assurer que ça puisse être fonctionnel. Eh bien, Viktor Orban se charge de cela. Il ouvre la voie et il permet aux pays de la région de comprendre que ce consensus idéologique occidental, qui leur est étranger, il peut être réfuté, et mieux avec la vision politique qu'assure Viktor Orban, eh bien, il peut être remplacé, on peut lui substituer une logique plus conservatrice. Ce groupe de Visegrad, finalement, on s'aperçoit que ça correspond à un môle de résistance. Et c'est comme ça que certains Européens, à l'Ouest, le regardent, se disent que finalement, le réveil ou l'éveil de l'Europe, sa capacité de résistance, on la trouve aujourd'hui à l'Est.
Est-ce que c'est une vue de l'esprit ou est-ce que ça correspond à une réalité? Ou est-ce qu'on se fait du cinéma, si vous me permettez l'expression? Je pense qu'il y a une dose d'optimisme dans ce diagnostic. Il y a aussi une part de réalité. C'est-à-dire que ces pays-là ont, pour une bonne raison, une capacité à impulser auprès de leurs élites politiques les attentes populaires. C'est parce qu'il n'y a pas de grandes multinationales, comme en France, comme en Allemagne, pour lesquelles l'agenda globaliste est une nécessité, où finalement une marge de croissance énorme va être faite grâce au marché à l'international. Il est évident que lorsque des milieux d'affaires souhaitent l'ouverture maximale, prenons par exemple la grande distribution en France. Les acteurs de la grande distribution ont un intérêt évident à ouvrir au maximum dans les deux sens les frontières, puisqu'ils vont étendre leurs marges. En Hongrie, cette part-là, ce milieu d'affaires-là, il est quasiment inexistant, et pour une bonne raison. Dans les années 90, les industries et l'économie en fait, des pays d'Europe socialiste ont été liquidées, rachetées par pans entiers, pour en faire un outil de production subordonné à la métropole carolingienne. Et cette réalité fait que les pays d'Europe centrale, en effet, voient les choses assez clairement. Aujourd'hui, cette forme de mondialisation post-nationale et tout à fait globaliste, elle leur est complètement préjudiciable. Alors qu'en Europe occidentale, il y a une fraction de la population qui gagne encore à cela, et il y a une capacité à financer des médias, à s'accommoder avec certaines franges de l'opinion publique pour que ce système perdure encore. Orban, la Hongrie et même l'Europe centrale ne suivent pas le chemin, par exemple, multiculturel, où on l'a bien vu sur la question LGBT de l'Europe de l'Ouest. Ils ne sont pas non plus tombés dans ce que certains appellent un peu la folie covidienne autour de la crise sanitaire elle-même. Est-ce qu'ils ne perdent pas un allié à l'Ouest quand même avec le départ de Donald Trump, probable départ de Donald Trump? Alors, le départ de Donald Trump serait une catastrophe pour ces pays-là, parce que depuis 2008, je dirais que la déconfiture de cet impérialisme moral était assez constante et régulière. Si jamais l'administration démocrate revenait en place, ce serait évidemment quelque chose de compromettant, alors non pas pour l'existence en soi de ces pays libéraux, mais pour leur capacité à propager leurs tendances, notamment en Europe occidentale. Ça, c'est certain. Sur la crise... C'est le retour de Soros. Alors, ce serait le retour de Soros, c'est vrai. Dont on apprend qu'il avait déjeuné avec Viktor Orban. Tout à fait. Viktor Orban a bénéficié d'une bourse de l'Open Society à la charnière de 1989 et 90. Il a étudié à Oxford. C'était une époque où toute cette jeunesse regardait vers l'Ouest, parce que faut bien s'imaginer à quel point la grisaille soviétique, il l'avait en horreur. Ensuite, il garde des rapports permanents. Et c'est en 1993, dans ce virage conservateur du Fidesz, c'est à cette occasion-là que Viktor Orban prend radicalement ses distances avec ce qu'il perçoit en fait, comme une influence dans laquelle il n'aura plus de marge de manœuvre. Aujourd'hui, l'influence de George Soros, elle est évidente à différents degrés, aux États-Unis, à travers des institutions européennes. Il est certain que le retour au pouvoir des démocrates serait un coup dur pour la ligne politique des pays de Visegrad. Autre coup dur, c'est les sondages. L'Union progressiste, qui est donc l'opposition à Viktor Orban, s'unit en Hongrie en vue des élections de 2022 avec une alliance entre la gauche et l'ancien parti patriote, l'ancien parti national, le Jobbik. Et selon les sondages, eh bien, cette coalition, elle a de réelles chances de menacer Viktor Orban. Est-ce que vous croyez aux sondages? Alors, je ne crois pas du tout aux sondages de façon générale. Il me semble que c'est... Sauf aux États-Unis. Alors, aux États-Unis aussi, oui. L'avenir nous dira ce qu'il en est. En Europe centrale, je dirais qu'il est très tôt pour faire des pronostics sur des échéances électorales dans 18 mois. Ce qui est certain, c'est que la gravité de la crise économique qui va frapper l'Europe
peut avoir une multitude d'effets assez différents les uns des autres, mais l'une des tendances qu'on peut escompter, c'est que les populations attendent davantage de sécurité et de sûreté. Et ce qu'on appelle l'opposition arc-en-ciel, qui se coordonne aujourd'hui face à la Hongrie de Viktor Orban, elle a comme unique projet de renverser Viktor Orban et, si possible, de démanteler tout ce qu'il a établi. Donc c'est un programme assez négatif, et c'est un programme qui n'est pas de nature à inspirer beaucoup de confiance. Ensuite, il est vrai qu'au bout de 10 ans de pouvoir, il y a une usure, ça c'est indéniable, et il y a avec la crise du Covid une éventualité aussi, c'est que la contraction économique va obliger Viktor Orban à présenter un bilan compliqué en la matière, alors qu'en 2014 et en 2018, il pouvait se flatter d'amener la Hongrie régulièrement à 3-4% de croissance, c'est-à-dire qu'il y avait quand même une embellie générale. Il faut souligner que si Budapest a été pris par l'opposition libérale en 2019, c'est aussi du fait de cette croissance économique qui fait de la capitale hongroise une grande métropole européenne, avec l'évolution des mentalités sous la pression de l'argent roi. Donc, je pense que c'est une épée à double tranchant, que cette précipitation historique à l'aune de la crise du Covid et de ce changement des rapports de force en défaveur de l'Occident et en la montée en puissance de la Chine, notamment, et Viktor Orban peut essayer de jouer sur ces différents tableaux. Voilà, il joue et il gagne, selon vous. S'il ne gagnait pas, quel serait son héritage? Est-ce que l'enracinement du Fidesz dans le royaume de Saint-Étienne est durable? Vous posez vous-même la question dans l'ouvrage. Oui. Un parti politique, c'est une association, et donc l'héritage que ça peut laisser, je pense que c'est assez ténu. En revanche, ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est tout autre chose. C'est d'une part le retour dans l'histoire européenne d'une région avec des dimensions assez considérables, cette Europe centrale qui est entre le monde germanique, le monde russe et le monde turc. Et je crois que ce réveil-là, il est là pour durer. Je crois que Viktor Orban est le catalyseur de tendances qui le dépassent. Et que l'effacement durable de la puissance allemande dans les années à venir, cette contraction aussi de la Russie sur le plan démographique, mais également, on le voit très récemment en Arménie, la Russie n'a plus tout à fait la main dans le Caucase. Quant à la Turquie, on conçoit mal que les Balkans retournent dans le giron d'Istanbul. Donc on a là un espace avec des dimensions considérables. Si on y comprend l'Ukraine, c'est quand même 150 millions d'habitants. Ils sont sur les routes de la soie, et cet espace-là est donc un potentiel de développement économique considérable. Ils sont assez étrangers, même culturellement, de cet Occident anglo-saxon. Ils n'appartiennent pas, je dirais, aux tendances lourdes qui travaillent cette région transatlantique, et notamment en termes de perte de vitesse, et puis de développement idéologique assez compromettant, je pense, pour la pérennité des sociétés. Et donc, de ce point de vue-là, Viktor Orban ne fait que donner forme à des forces qui sont en marche. Et bien au-delà du Fidesz, il y a donc une pérennité et une force politique à long terme qui est en train de s'affirmer en Europe centrale. Merci beaucoup Thibaut Gibelin. Je vous rapporte à cet ouvrage Viktor Orban joue et gagne aux éditions Fauve et sur la librairie officielle de TV Liberté sur le site tvliberté.com. Merci Thibaut Gibelin. Merci beaucoup Martial.